Alors, format inhabituel pour un roman exceptionnel. Aujourd'hui, nous allons parler du prochain roman de Nicolas Martin, à paraître le 3 septembre aux éditions Diable Vauvert. Autant vous dire qu'il va calmer les esprits échauffés par la canicule en un rien de temps. Ce roman, c'est Je ne suis Oui, pas venu apporter la paix. Très belle couverture aussi qu'il faut signaler, signée par Olivier Fonvieille. oui, tout à fait. Merci Nicolas pour cet échange. Avec plaisir. Alors pour commencer, c'est un petit peu difficile de le définir ce roman. On est entre le huis clos, la folk horror, le fantastique horrifique, le drame familial, le thriller. Par quel aspect, quel genre as-tu commencé l'écriture, l'inspiration? Je crois que le point de départ, c'est que t'en as oublié un, c'est la tragédie. C'est ma question suivante. C'est-à-dire que j'avais, un peu comme dans Fragile, disons que ça fait partie de mon champ de travail de me dire que la forme romanesque aussi, elle doit évoluer, elle est hybride. Dans Fragile, c'était le changement de point de vue entre chaque partie, c'était le kaléidoscope des sources. Et là, j'avais envie, disons que j'en ai un peu ras-le-bol, si tu veux, de cette forme antique qui a vécu du roman à la troisième personne du singulier au passé simple avec un narrateur objectif. Je trouve que bon, voilà, il est temps d'essayer de changer un peu les codes de la narration. Et du coup, c'est vraiment enfin, ça a commencé par la tragédie, c'est-à-dire que j'avais cette idée de me dire que finalement les tragédies sont les premières histoires d'horreur épouvantables qui sont, enfin les premières, pas tout à fait les premières, parce qu'il y a les récits mythologiques aussi, mais il y a un peu de mythologie dans Je suis pas venu apporter la paix également, et donc du coup j'ai relu beaucoup de tragédies antiques. D'ailleurs, en épigraphe, il y a une citation de Médée qui a été vraiment un modèle, et donc je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je vais découvrir, enfin rigolo, c'est intéressant, je vais faire basculer mon récit vers une forme vers un canon assez classique de la tragédie antique. Donc c'est un récit en 5 actes, avec cette particularité que le dernier chapitre, donc c'est écrit évidemment en prose, alors c'est écrit au présent, mais c'est écrit en prose à la troisième personne, sauf le dernier chapitre de chaque acte où je bascule littéralement en narration théâtrale, en narration théâtrale. Et parce que voilà, parce que je crois que en fait au fond de moi, je trouve que l'horreur, les récits d'horreur sont une forme contemporaine de la tragédie antique, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment tellement de points communs que c'était intéressant de revenir un peu à la source. Et d'ailleurs, à une autre source, c'est rigolo parce qu'effectivement, quand on parle d'horreur, on parle de littérature contemporaine, on pense évidemment à Stephen King, à Clive Barker. Moi, quand je pense horreur, en fait, je pense à Villiers-Dilladan, je pense à Maupassant, je pense à Barbet d'Aurélie, à Huysmans. Et donc, j'avais aussi envie de retrouver dans la langue, et je crois que c'est aussi particulier par rapport à Fragile, qui est un roman au présent absolu, très rapide, très nerveux. Là, j'avais vraiment envie de retrouver une ampleur romanesque très fin 19e. C'est-à-dire vraiment dans ces descriptions très, très fournies, très détaillées, qui font complètement du paysage dans lequel on reste. Un personnage à part entière, hein, cette ferme perdue dans la forêt où il pleut sans cesse, complètement coupée, encadrée par la montagne qui surplombe et qui étouffe. J'avais vraiment envie qu'on soit dans une sorte de forme d'immersion. Donc en plus de tout les genres que tu cites, voilà, il y a ce roman, comment dire, naturalisto-symboliste, hein, parce que ces auteurs que je citais à la fin du 19e sont vraiment des gens qui sont post-romantiques, post-réalisme balzacien, et qui commencent à faire tirer vers ce qui va devenir d'ailleurs le canon de la littérature fantastique, hein. Ce sont les auteurs qui commencent à travailler les motifs de la religion et du surnaturel qui ne soient pas uniquement sacrés, et donc aussi la tragédie antique. Le Fatum, j'adore les grandes héroïnes tragiques. Si vous avez lu Fragile, vous vous rendez compte que peut-être l'un de mes personnages préférés, c'est Isabelle, qui est l'antagoniste principal. Et là j'ai plein d'héroïnes tragiques. Voilà. Et d'une manière générale, parce que c'est vrai que c'est très surprenant, pardon, quand on commence avec cette exposition des personnages, donc on retrouve dans le théâtre, ce découpage en actes, on se rend compte en lisant qu'il y a une unité de temps, de lieu et d'action propre à la Mhm. tragédie, et tu le disais il y a quelques minutes, la fonction première de la tragédie, c'était la catharsis. Mhm, tout à fait. Et souvent, les amateurs d'horreur, on sait que ces films et ces livres nous offrent un espace cathartique très Absolument. important.
C'est Et je pense que cet espace cathartique, il est d'autant plus important. C'est vrai que j'entends beaucoup. Alors, il y a tout de même, j'ai quand même le sentiment que, et dans la lecture, et dans la production, il y a un retour au genre horrifique en littérature qui est vraiment en train de devenir assez important. Et au cinéma d'ailleurs, évidemment. Hein. Moi, je me rends compte avec mon podcast réalisé sans trucage, il n'y a quasiment pas une semaine sans qu'il y ait un petit film d'horreur ou un film d'horreur. C'est-à-dire que la production a quand même vraiment accéléré. Et je crois que c'est pas anodin que la production horrifique accélère dans une époque qui elle-même accélère dans son horreur. C'est-à-dire qu'en fait, l'horreur, comme tu parles de la catharsis, je trouve que c'est un genre extrêmement confortable et rassurant quand la véritable horreur se déploie sous nos yeux quand on allume les chaînes de télévision. Parce que cette horreur-là, ben, on pourra en parler, mais c'est vrai que je ne suis pas venu apporter la paix. J'ai aussi beaucoup travaillé le rythme, la rythmique. C'est un petit plaisir qu'on se fait. C'est un frisson acceptable. Et c'est aussi quelque chose qui nous permet voilà, de souffler un peu par rapport à l'horreur réelle qu'on est en train de subir avec la montée des nationalismes, le péril de l'extrême droite, l'angoisse du réchauffement climatique. Enfin, tout ça, c'est quand même effectivement des conditions, et puis sans parler des guerres et tout ça, c'est des conditions très très anxiogènes. Et ben en fait, finalement, lire de l'horreur, c'est très rassurant. Et je trouve qu'il y a un vrai plaisir à se plonger dans une horreur fictive qui est évidemment basée, sourcée sur des tensions réelles de la société. On peut en reparler d'ailleurs. Mais je pense que justement, il est plus que jamais temps de lire de l'horreur quand le monde est devenu aussi affreux, quoi. bah, c'est pas pour rien si jamais le genre s'est quand même popularisé, en tout cas au cinéma, à la fin des années 60 aux États-Unis, et que Ouais, sa pleine expansion sont les années 70-80, et bien qu'on sûr. assiste, comme tu dis, effectivement à un renouveau de dénoncer par la fiction extrême l'horreur qui devient de plus en plus quotidienne, anxiogène, voire même banale quand on Ouais, ouais, allume les bien infos. sûr. Et puis c'est intéressant. Moi, je cite toujours un exemple là-dessus pour voir à quel point l'horreur. Enfin, il y a deux exemples très intéressants à la fin des années 70 et début des années 80 qui montrent à quel point l'horreur est en prise directe avec la société. Euh, sans faire de cours magistral, hein, mais bon, c'est Alien d'une part. Alien qui, pour la première fois, va mettre une femme au centre de l'action et non pas parce que elle a la force, qu'elle a des pouvoirs magiques ou qu'elle est l'élue, mais simplement parce qu'elle est plus intelligente que les autres. Et puis Alien va aussi nous montrer que le véritable monstre dans cette histoire, ça n'est pas tant la créature qui finalement effectivement tue les gens, mais c'est parce que c'est ce qu'elle sait faire et que c'est son cycle de reproduction et son cycle de vie. Les véritables méchants, c'est H, c'est Mother, c'est la compagnie, c'est le capitalisme Mm. qui sacrifie la vie des prolétaires pour le bénéfice et pour un coût militaro-industriel. Et puis l'autre exemple parlant que je trouve absolument génial, c'est Vendredi 13. Alors, alerte spoiler, le premier Vendredi 13, ça n'est pas Jason, le mort-vivant avec son max de hockey qui est le tueur. Le premier Vendredi 13, c'est la mère de Jason, qui est une petite blanche bourgeoise de province, certainement conservatrice, certainement républicaine, qui tue des hippies parce qu'il y en a ras-le-bol quand même de ces babacools qui fument des pétards, qui baisent à tout va. Et maintenant, c'est le retour de cette petite bourgeoisie de province blanche et réactionnaire qui va prendre le pouvoir, et c'est un an avant l'élection de Reagan. Donc, bah, tu vois, Mm, mm. l'horreur nous parle quand même aussi des évolutions de notre société et dont je ne suis pas venu apporter la paix. À travers ce récit, il y a aussi évidemment un sous-texte très important qui est celui de la question de la fin du patriarcat. C'est de se dire aujourd'hui, puisque c'est, pour raconter un peu l'histoire, c'est 5 frères et sœurs qui sont appelés au chevet de leur père qui est mourant et ils retournent dans la ferme dans laquelle ils ont grandi, la ferme de leur enfance. Leur père ne parle plus, il est dans le coma, enfin, il est vraiment à l'article de la mort. Ils sont accueillis par sa deuxième femme, qui est la mère de 3 d'entre eux, qui s'est adjoint les services d'une petite bonne du village, qui est très très catholique et très croyante et qui a retrouvé une sorte de deuxième famille dans cette famille, mais sauf qu'on voit très bien que ces enfants-là ont été élevés à l'ancienne, dans un modèle très vertical, très patriarcal, très autoritaire. Mais très Et la violent, hein. question qui se pose est violent psychologiquement. C'est-à-dire Mm. qu'il est important pour moi de ne pas pousser les potards et de se dire que c'était des enfants battus, Mm. maltraités, etc. Il ne se passe jamais ça. Mais en fait, c'est bien pire parce qu'ils ont été élevés vraiment avec les règles d'un ancien monde. Mm. La question qui se pose, c'est qu'une fois que le patriarche meurt, puisque sa mort arrive assez vite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on reprend les mêmes règles? Est-ce qu'on reprend les mêmes codes? Est-ce qu'on refonde
la cellule familiale. Est-ce que cette toxicité du patriarcat et de la violence verticale, on arrive à s'en défaire? Est-ce qu'on se la réapproprie? Est-ce qu'on finit par se comporter pire que ce que c'était? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait après avoir baigné pendant des décennies, voire des siècles, voire des millénaires dans un ordre autoritaire vertical? Et qu'est-ce qui se passe quand on correspond plus tout à fait, comme c'est le cas de la plupart de ces enfants, à ce que le patriarcat attend de l'évolution d'une famille? Et tu disais effectivement n'avoir pas souhaité mettre en scène pousser le potard vers les enfants battus, enfermés avec les chiens, etc. Mais justement, tu arrives à éviter les clichés tout en jouant avec les codes, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'allusions et de petits clins d'œil disséminés dans le livre, mais tu arrives à éviter les clichés. Comment est-ce qu'on arrive à doser quand même ça y va de la chevrotine et des tripes voilà, j'en dirai pas plus, mais ça y va de la chevrotine. Alors, déjà, je suis ravi d'avoir réussi à éviter les clichés. Je ne saurais pas très bien comment te répondre, si ce n'est que j'ai quand même, enfin, l'horreur, c'est mon dada, c'est-à-dire que ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années que je lis, que je vois beaucoup d'horreur et que l'horreur fait partie de mon univers intime. Donc, j'en connais les codes. Donc, ce qui a été intéressant aussi, c'est que en fait, je crois que pour les gens, effectivement, de facto, on va pas se mentir, moi j'appelle ce livre une tragédie horrifique. Néanmoins, tout mon travail a été de faire monter la tension progressivement. C'est-à-dire d'y aller petit bout par petit bout, c'est-à-dire commencer avant qu'il commence à se passer des choses vraiment épouvantables, il se passe pas mal de temps. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est d'abord dans de la violence psychologique et de ce qui est tolérable ou non. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai vraiment essayé de faire en sorte d'avancer et de se dire, oh là là, dis donc, il s'envoie des fions quand même un peu méchants. Oh là, mais ça, elle est vraiment infecte, cette bonne femme. Pourquoi est-ce qu'il se parle comme ça? Et puis, de se rendre compte que petit à petit, quand on accepte cette violence psychologique, et ben, en fait, les seuils reculent. Et plus on est passif et plus on accepte la violence psychologique, mais plus on va finir par aboutir naturellement à de la violence physique. Et que ben, cette violence patriarcale et cette violence psychologique-là, elle a pour conséquence d'aboutir à une violence bien plus grande qui va exploser petit à petit. Donc mon intérêt, c'était vraiment, c'est ça, d'y aller par petites touches et finalement presque un peu comme j'avais fait avec Fragile et la science-fiction, où la science-fiction était vraiment contenue dans les 40 dernières pages du roman, alors qu'on était plutôt dans de l'anticipation proche. Mm. J'ai pour modèle, et ça, pour le coup, je dois dire que c'est Stephen King qui est mon maître étalon là-dessus. J'adore la construction de Cimetière. Cimetière, c'est un roman très long, très progressif. Et il y a une première partie qui fait les deux tiers du roman, une deuxième partie qui est un peu plus courte et où ça commence à partir, et la troisième partie qui est la résolution et qui se passe en 30 pages et qui est extrêmement très très énervée et très brutale. Et j'avais envie de faire un peu la même chose, puisqu'on va avancer progressivement et les actes vont rétrécir un peu au fur et à mesure jusqu'à l'acte 5 qui est beaucoup plus court, qui est très condensé. Et où voilà, là on bascule dans quelque chose d'autre dont on ne peut évidemment pas parler. Absolument. Au niveau de ton style, justement, tu en parlais un petit peu au début. Ton style, on sent un travail qui est assez proche. Moi, ça m'a fait penser, comme tu le disais, à des romans naturalistes, par cette précision, ce côté très soutenu, cette très très pointu sur différentes manières, par exemple, de parler de la pluie, de l'orage, etc. J'ai trouvé qu'il y avait une ampleur particulière dans ton style. Comment est-ce que tu as travaillé pour être encore plus précis, encore plus juste et aussi littéraire? Ce qu'on reproche Ouais. aussi à l'horreur d'être facile à lire, etc. Voilà, bah écoute, ça me fait très plaisir que tu me le dises parce que c'était vraiment l'une de mes ambitions. J'ai, on a toujours tendance à dire, et malheureusement parfois à juste titre, que le parent pauvre des littératures de l'imaginaire au sens large du terme, c'est le style, c'est la stylistique et la linguistique, c'est-à-dire que c'est de se dire, bon bah c'est toujours écrit un peu plat, c'est toujours un peu flat. Et moi, j'avais vraiment envie de redonner, c'est-à-dire que j'avais envie d'écrire à la fois un page-turner, c'est-à-dire un roman populaire qui puisse se lire très vite et qui embarque complètement, qui prend par la main et il y a plein de gens, dont toi la première, qui me disent là maintenant, et je me rends compte que comme Fragile, le livre se lit très rapidement. Quand on tombe dedans, on a envie d'aller au bout et on avance assez vite.
Et en même temps, j'avais vraiment envie de lui ajouter cette dimension littéraire qui est celle, moi aussi, de mes maîtres en littérature, puisque c'est sur eux que j'ai travaillé quand j'ai fait mes études de lettres, à savoir Barbet, Villiers, mais aussi Pau, Maupassant. C'est à retrouver ce souffle littéraire dans l'horreur. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup bossé, beaucoup plus que Fragile. J'ai beaucoup bossé et j'ai beaucoup travaillé le style. Par rapport à Fragile, ça a été, je suis beaucoup plus rentré, j'ai remonté les manches, j'ai beaucoup travaillé mes synonymes, j'ai beaucoup travaillé mes images, mes métaphores, mes comparaisons. J'ai fait des repasses lexicales, ce que j'avais jamais fait dans Fragile. C'est-à-dire que parmi les différentes corrections, donc il y a un certain nombre de fois où on relit et on repasse et on retravaille. Il y a une repasse vraiment où je n'ai fait que ça, c'est-à-dire que je n'ai fait que traquer les mots qui revenaient trop, de voir comment soit en enlever, soit les changer, soit les transformer. Je suis replongé j'ai replongé dans les champs lexicaux de la nature, de la montagne. Bah pareil, parce que évidemment, c'est un roman où il pleut énormément, bon, bah, une fois qu'on a dit la pluie, l'averse, les trompes d'eau, etc., bah, on arrive vite au bout. Et donc, je voulais surtout que ça ne soit jamais lassant, c'est-à-dire qu'on soit toujours un peu. Il y a aussi des moments, je pense par exemple à une scène de souvenir de mon héroïne, Marie, où elle est petite et où elle va partir au pré avec son père un matin au lever du jour. Et j'avais aussi envie que ces scènes-là soient des scènes euh, poétiques, touchantes, évocatrices, parce que quand bien même leur enfance a été dure, ben, dans cette dureté, les enfants trouvent toujours des échappatoires. Et c'était aussi important pour moi d'avoir cette espèce de poésie un peu à fleur de texte, à fleur de peau, avec des images très vives, où j'utilise beaucoup aussi, et ça je l'ai fait tout au long du livre, vraiment des champs lexicaux de tous les sens. C'est-à-dire que c'est un bouquin où on sent, on respire, on entend, on touche, beaucoup, enfin bref, que j'avais vraiment envie que cette dimension littéraire soit aussi une dimension poétique et immersive. Et donc c'est vrai que je l'ai beaucoup travaillé, je suis ravi que tu t'en rendes compte et que ça fasse partie des points qui t'aient séduit dans le bouquin, parce que il y a un vrai gros travail là-dessus que j'avais pas fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que euh, ce livre, du coup, est beaucoup plus proche de ce que j'ai envie d'écrire, de ce qui me ressemble, parce que ça recoupe beaucoup plus de mes influences. Et je me dis que là, je suis à un endroit. J'avais déjà commencé à le faire un peu avec Dans ma maison sous terre, qui était la petite nouvelle, où j'avais quand même effectivement beaucoup travaillé plus le champ lexical, cette fois de la mine, du souterrain, de la montagne. Mais c'est vraiment une forme littéraire qui me ressemble plus et dont je me sens plus proche et dont je suis plus fier d'une certaine manière que Fragile, même si c'est un roman que j'aime beaucoup, dont je me rends compte que je l'ai écrit beaucoup plus dans un jaillissement un peu proche du premier jet. Et voilà, qui correspond moins. Là j'ai l'impression d'être plus à ma place, entre guillemets. Dans ma maison sous terre aux éditions Esquif, d'ailleurs, je Bon. le précise, dans lequel, donc texte très court, tu viens de dire mine, mine montagne, la nature est aussi très présente. Tu l'as évoqué en tout début d'échange, la nature, c'est pas seulement un décor, c'est un Non. personnage à part entière, tout au long, qui vraiment jalonne les actes. Quel est un peu le rôle et le lien que toi, tu as à la nature? Est-ce que tu es allé dans les Pyrénées pour préparer ce roman? C'est plus que ça. Je déménage dans les Pyrénées. Là, Ah, je quitte Paris et je vais m'installer au pied des montagnes. génial. Donc oui, ce sont aussi des paysages que je connais. J'y ai vécu, c'est là-bas que j'ai commencé à la radio, je me suis installé à Pau, mes parents avaient une maison entre Pau et Tarbes, donc ce sont des paysages que j'aime bien, j'ai une passion pour la vallée d'Aspe. Alors là, je situe pas tout à fait le texte, Mm. sauf à la toute fin, parce que je voulais quand même donner des repères, mais la fin, c'est vraiment une sorte de scène post-générique qui est un peu à part, et tous les lieux sont évidemment inventés, hein. Euh, mais ouais, il y a enfin, je crois que ça va avec effectivement, par rapport à Fragile, qui est un roman très urbain. Oui. Je me rends compte qu'il y a Dans ma maison sous terre, mais il y a une nouvelle qui s'appelle Une promenade aussi, qui est un retour à la nature. Je crois que
c'est intéressant et c'est important pour moi ce retour à la nature parce que c'est celui que je suis en train d'effectuer moi-même. C'est-à-dire que je suis en train de quitter la ville et qu'aujourd'hui j'ai envie de grands espaces, j'ai envie de me retrouver. Ça fait 20 ans que je suis à Paris, j'en ai ras-le-bol et je suis très content d'en partir. Et puis je vais vraiment m'installer à la campagne-campagne. Donc, euh, donc voilà, c'est certainement quelque chose comme ça, de retour à la nature. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que bah, tu parlais au tout début de folk horror. Moi, c'est un genre que j'aime, enfin vraiment que j'aime énormément. C'est-à-dire que c'est rigolo parce que ça a à voir là aussi avec ce que j'ai fait dans mes études de littérature, parce que je travaillais sur la crise du sacré dans le roman à la fin du Mm. 19e. Et donc, pour beaucoup, on peut remplacer après les grands procès des Fleurs du Mal et de Madame Bovary, où on a le droit de blasphémer, et donc on peut remplacer le merveilleux divin par du surnaturel païen. Et le premier réflexe de beaucoup d'auteurs de l'époque, et c'est beaucoup des auteurs, Barbet par exemple, Barbet de Révilly, c'est d'avoir recours aux superstitions, aux légendes locales, au folklore. Et en fait, on a un folklore absolument génial. Moi, j'adore le folklore breton aussi. Les légendes de la mort d'Anatole Lebras, c'est absolument génial. Et en fait, c'est ça, c'est aussi ça que je voulais faire. Là, je me suis renseigné. Là, je veux évidemment rien dévoiler du lore de Je ne suis pas apporté la paix, mais sachez qu'il est quand même ancré territorialement et on peut évidemment surtout rien en dire. C'est ça aussi, c'est-à-dire que et dans le cinéma que je veux faire, parce que le premier film que je suis en train qui est en pré-production est un film qui fait peur, je suis, il y en a un peu ras-le-bol si tu veux de n'avoir pour référence horrifique que des références états-uniennes. Mm. C'est-à-dire, enfin, tu vois, j'adore, enfin, je veux dire, récemment, Obsession de Curie Barker, pour moi, est un chef-d'œuvre. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ce cinéma-là. Ça veut dire que je trouve qu'on a la chance de vivre dans un pays de légendes, de superstitions. On a inventé, par exemple, les premiers serial killers avec Rampono. Il y a plein, il y a plein de. Il y a plein, encore une fois, de créatures, de mythes, de légendes. Il suffit de se pencher pour les ramasser. Donc, quand on a un tel substrat aussi riche, pourquoi refaire un film de zombies ou un livre de zombies? Pourquoi refaire des attaques de requins sur les plages des Landes? Enfin, autant se saisir de ce matériau qui est là, qui nous tend les bras et qui est très très peu exploité. Moi, il y a un truc qui me rend fou, par exemple, alors c'est en cinéma, mais à Paris, il y a un espace génial qui s'appelle les Catacombes. Bah, les Catacombes, il y a le film d'horreur qui a été fait sur les Catacombes. C'est un film américain parce que personne ne s'en est jamais saisi en France et je trouve ça hyper dommage. Donc utilisons ce substrat qui est vraiment, enfin, je veux dire, quand on se penche dessus, des légendes locales, des monstres du coin, des enlèvements d'enfants, des sorcières, il y en a partout. Je veux dire, on est un pays et d'ailleurs partout en Europe, hein, qui est Mm. peuplé de monstres. Donc utilisons-les. Moi, j'adore les monstres. Bah, je veux dire, vive les monstres. Mm. Bah, c'est ce que tu pointes, effectivement, c'est un peu le défaut d'aller faire à l'américaine avec des codes qui d'ailleurs sont souvent inspirés de légendes européennes, mais qui ont été Ouais. remixés à la sauce américaine. Mhm. Tandis que, comme tu le dis, des monstres, que ce soit dans le folklore slave, folklore méditerranéen et Partout. folklore français régional, avec des distinctions par région qui disent énormément du Ouais. territoire, de son histoire, bah, on a un vivier fou. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis c'est bah, c'est moi c'est ça qui m'intéresse et je trouve que d'ailleurs c'est ce vivier-là encore une fois le folklore ça peut avoir un côté un peu restrictif, c'est dire ah oui bon bah c'est voilà la petite histoire du monstre du coin ou de la sorcière qui vit dans la grotte à côté. Mm. Bah, en fait avec le folklore ou en tout cas moi je préfère avec le recours au folklore. En fait je veux dire le folklore c'est un Ouais. joli mot. Le folklore déjà c'est un mot américain donc parlons de folklore. Ce qui veut dire la même chose et qui est un mot anglais, un folklore, c'est voilà, l'histoire Oui, du peuple. Hein. littéralement. Mais néanmoins, c'est un mot qui a été intégré au français. Et ben voilà, retournons-nous dans nos folklores, dans nos mythes et légendes, et pour parler du monde contemporain. C'est ce que j'essaie de faire dans Je suis pas venu apporter la paix. Et au niveau de tes inspirations, donc ça émaille hein, notre échange depuis tout à l'heure, c'est là aussi, un vrai vivier. Mais les plus importantes pour toi, vraiment celles qui sont marquantes en dehors de tes études ou autres, les inspirations, références qui t'ont marqué, éventuellement ado ou récemment, où là tu t'es Alors, dit, c'est bon. il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, bah, il y a évidemment bon, la tragédie antique et notamment Médée d'Euripide qui est cité en épigraphe pour le personnage de Judith notamment. Ce qui
vous donne un indice sur ce qui se passe dans le livre, normalement un peu épais. Pour ceux qui ont Sinon, pas dormi en classe de grec et de latin, c'est ça, c'est précisons. ça. Sinon, il y a certainement un peu de festen aussi côté cinématographique pour le côté la réunion familiale qui dégénère. Il y a toujours, mais ça depuis tout le temps et dans tous mes bouquins, et je m'en rends compte vraiment de plus en plus, du Agatha Christie. Je pense que Agatha Christie, moi, c'est ce que j'ai commencé à lire après avoir fini de lire La Bibliothèque verte. C'est les premiers livres d'adultes, entre guillemets, que j'ai lus. Et je trouve que Agatha Christie a quand même un sens de mystère, de l'écriture, de l'obfuscation. C'est vraiment comment on se débrouille pour tordre une histoire de telle sorte que la révélation ne soit pas complètement ex machina, mais puisse être distillée. Pareil, il y a du génie chez Agatha Christie, le meurtre de Roger Ackroyd, avoir cette idée-là, c'est-à-dire l'idée de se dire, attention spoiler, c'est le narrateur l'assassin, et en fait, sauf que quand on relit le meurtre de Roger Ackroyd, on se rend compte que certes, déjà, c'est l'un des premiers, peut-être pas l'un des premiers, mais en tout cas, dans ce style-là, dans le thriller de narrateur insincère, c'est toujours passionnant de se dire que la personne qui nous raconte l'histoire nous ment. Mais elle nous ment, et quand on le relit, en fait, si on fait attention aux détails, on se rend compte qu'il y a des interstices dans lesquels se glisse le mensonge, et c'est des mensonges par omission, et que si on y est attention, si on y prête attention, on peut se rendre compte, et on peut se rendre compte que le narrateur est insincère. Mais pour Je ne suis pas venu apporter la paix, si vous faites bien attention, si vous êtes un lecteur ou une lectrice très attentif en fait, quasiment à la fin de l'acte 2, vous avez toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé. Sauf que c'est un peu caché. Et ça, j'adore ça. Et vraiment, c'est un livre qui se relit. Si vous relisez ça, vous allez voir qu'il y a plein de petits détails à droite à gauche qui font que, en vrai, je donne les clés, vraiment les clés du mystère à la fin de l'acte 2. C'est-à-dire vraiment, vous avez quasiment tout entre les mains pour comprendre ce qui se passe. Mais évidemment, c'est un peu planqué. C'est Et donc planqué et on est embarqué. Comme on est complètement ben embarqué dans voilà, c'est l'horreur qui ça. va crescendo, on fonce et on fait pas attention, ce qui est un mécanisme génial dans les films d'horreur, hein. C'est la lettre volée d'Edgar Poe, hein. C'est la lettre volée qui est, qui est en fait devant vous, sauf qu'on ne vous la montre pas et on vous pointe pas le doigt dessus parce qu'elle est juste. Bon, ben voilà, je suis pas venu apporter la paix, alors je ne vais pas me comparer non plus à Poe, on va se calmer. Mais néanmoins, vous avez tous les éléments plein cadre, sauf que ben, c'est pas au centre du cadre. Donc, et ça voilà, il y a évidemment beaucoup de ça. Il y a certainement un petit côté aussi. Ils étaient 10, donc ex les 10 petits nègres, dans la succession des disparitions et les raisons de cette disparition. Il y a cette espèce de compte à rebours de Death qui avance page par page. Donc voilà, et puis je crois il y a aussi peut-être indirectement, je dirais toujours peut-être un peu plus de Clive Barker que de Stephen King. Il y a toute une partie, il y a toute une partie d'ailleurs qui parfois pose problème à ou à certaines lectrices, lecteurs. Il y a un mélange d'érotisme Très et barkerien. Eros Thanatos, hein, ça aussi c'est vieux comme le monde, parce que ben voilà, quand on arrive aux portes de la mort, parfois ça déclenche des pulsions étranges. Et du coup un peu de Clive Barker pour ça, ouais. Et pour finir, le type de livre prochain, est-ce que tu as déjà commencé à penser au prochain livre, à son univers, ses ambiances? Of course. Bien sûr, bah, en fait, là, il y a deux choses. Donc, la première chose, alors, il y a trois choses en vrai. Là, je suis en train d'écrire une nouvelle qui va s'écrire dans un projet plus large de fix-up avec deux nouvelles qui sont déjà sorties, qui sont publiées dans des anthologies. Donc, c'est des nouvelles indépendantes, Mhm. mais qui vont à terme être réunies en un seul livre parce que ces nouvelles mises bout à bout se passent dans le même univers et vont finir je finirai par écrire un texte qui passera le fil et qui nourra tout. La première nouvelle s'appelait un monument de chagrin, la deuxième une matrice de silence qui va être publiée, qui a déjà été publiée l'année dernière par Cultura, mais qui va être republiée dans un livre politique de la science-fiction qui sort cet automne. Et puis une dynastie de regrets qui sera publiée dans l'anthologie des Utopiales de cette année. Donc je suis en train de travailler. Donc ça c'est le fix-up qui s'appelle le livre du peuple sans nom qui va arriver à terme à faire un recueil complet. Ensuite, après ça, je vais écrire un petit texte court parce que j'ai trouvé ça très bien en fait de faire avec Dans ma maison sous terre un gros texte, un texte court, puis un gros texte, puis un texte court. Donc mon texte court avant le prochain roman, ce sera l'année prochaine
pour la collection Une heure lumière au Bélial. Et alors là, ça va être très, 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 très Clive Barkerien. Ça s'appelle Carnet de lésion. Et là, je vais pousser les potards du body horror très, très loin. Et ce sera un roman, comment dire, un peu inspiré d'Hellraiser. Comme dans Ma Maison sous terre était un peu ma Lovecrafterie, là, ce sera ma Oui. Clive Barkerie qui suit un jeune homme gay qui est très très toxicomane et qui à un moment donné découvre un carnet qui va lui permettre d'avoir à la fois tous ses plaisirs et toutes ses souffrances décuplées. Donc ça voilà, une sorte d'histoire d'amour gay un peu trash et un peu dark. Et puis ensuite, je vais passer à mon prochain livre. Mais ça, ce sera pas avant l'année prochaine pour Le Diable, donc mon prochain gros livre, qui sera encore assez différent des deux premiers, et qui sera peut-être encore un peu plus personnel, et voilà, après avoir mélangé le théâtre et le roman, là, je vais peut-être aller sur un terrain un peu plus intime Bon, bah, on pour, va euh, avoir. pour raconter, pour raconter comment l'imaginaire et l'horreur ne m'a peut-être pas sauvé de l'enfance, mais m'a permis d'y survivre. Bon, bah, c'est un programme dense Voilà. que tu nous proposes. Ah Et bah voilà. en attendant, le 3 septembre, donc, je ne suis pas venue apporter la paix au diable Vauvert. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange. Ben, merci à toi et puis ben, merci d'avoir aimé le livre et de l'avoir défendu. Ah bah, avec grand plaisir.